Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Mesdames et messieurs, ce matin, dans Ferniaud fait le marché, du champion, que du champion à l'approche des fêtes, c'est ce qu'il nous faut. J'ai avec moi en studio un champion de cordon bleu, oui, il en faut aussi. Bonjour Guillaume Verlet. Bonjour Vincent. Guillaume Verlet qui est à la fois à la tête d'une restauration dédiée entièrement au cordon bleu qui s'appelle Amoné, on en parlera en fin d'émission, enfin en tout cas en deuxième partie, mais également l'auteur de Cordon Bleu, voilà, au moins on sait de quoi on parle, c'est normal, en cette période de fête, on a envie de nourrir les enfants avant tout, et ils vont être affamés, hein. Et le Cordon Bleu s'appelait aux petits, on en parlera tout à l'heure, mais pour l'instant, si vous êtes d'accord, Guillaume, je vous emmène dans les PO. Je sais que vous êtes natif de Perpignan, même si Exactement. vous n'y êtes resté que quelques heures, quelques jours, mais en tout cas, c'est vos origines dans les PO, et moi, j'ai un champion du monde dans les Pyrénées-Orientales, à Thuir très exactement. On en parle tout de suite. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Je suis avec, quel honneur, Thibaut Gonzalez, le nouveau champion du monde de pâté croûte depuis lundi dernier. Bonjour Thibaut. Bonjour Vincent et bonjour à tous les auditeurs. Alors là, je peux vous dire qu'à Sud Radio, ils sont comme des fous, hein, comme partout en France d'ailleurs. C'est fou le succès de ce championnat de pâté-croûte qui se tient à Lyon. La finale se tient à Lyon, avec des nations. Alors, il y a des Japonais, il y avait un Québécois, il y avait un Mexicain. Enfin bon, donc ça se bat très fort. Et vous avez enfin, depuis 3 ans, ça n'était pas arrivé, vous avez rapporté le titre en France, Thibaut Gonzalez. C'est ça. Il y avait quand même une très belle rivalité, des concurrents vraiment avec une très belle composition et de très beaux chefs-d'œuvre. Et j'ai fait face et j'ai tout donné dans la dernière ligne droite pour donner le meilleur de moi-même. on entend un athlète, un sportif du pâté-croûte. Thibaut, il faut un peu raconter votre histoire. D'abord, la chose assez inédite, c'est que vous êtes charcutier boutique. Hein, comme on dit, c'est-à-dire que vous avez une charcuterie à Thuir, dans le haut des Pyrénées-Orientales, et ça déjà c'est assez inédit parce que depuis, je crois, Daniel Gobet, qui est dans l'Ain, il n'y avait pas eu de charcutier qui avait remporté le championnat. Non, c'est ça. Et en fait, c'est un grand plaisir de faire partie du deuxième charcutier. Ouais. Et que ça continue, hein. Voilà. Moi je suis fils de charcutier, mon père a plus de 30 ans de métier qui m'a transmis son savoir-faire. Et j'ai fait ma manière, j'ai appris de ses conseils à faire dans la tradition. Et aujourd'hui, autodidacte, je me suis lancé dans le pâté-croûte que j'apprécie et que j'adore depuis des années. Ouais. Même si c'est pas tellement occitan, hein. C'est pas tellement occitan, non. Mais je crois que vous étiez déjà champion de saucisse occitane. C'est ça, je suis champion du monde de la saucisse catalane. Catalane, pardon, oui, bien sûr, on est dans le Roussillon, on est en Catalogne française. Alors la saucisse catalane, ça n'a strictement rien à voir à part le cochon avec le pâté-croûte, hein, on est d'accord. C'est ça, c'est juste, on ressent le caractère du catalan, donc on poivre bien la saucisse, histoire que ça... Ah oui, que ça emporte un petit peu, hein, que ça réveille, c'est ça. Bon, c'est merveilleux. Alors, il faut le dire, ce qui est inédit, c'est que ce pâté-croûte qui est plutôt lyonnais, hein, en tout cas dans sa finale, qui est largement français, mais pas tellement occitan, il faut bien le reconnaître, hein. On va dire plutôt bourguignon, plutôt lyonnais, Rhône-Alpes, Auvergne, même à limite. Mais là, l'Occitanie, c'est complètement inédit. Il faut un cinglé comme vous, qui s'est dit, je vais aller concurrencer les spécialistes sur leur propre terrain jusqu'à remporter le titre. C'est quand même une histoire folle. Franchement, en toute franchise, je me suis inscrit la dernière semaine avant la fin des inscriptions, parce que ça faisait quand même presque un an que je réfléchissais sur la recette. Je m'étais déjà inscrit, j'avais perdu en demi-finale en 2022, et je voulais pas dire je m'inscris pour dire je fais le championnat du monde. Je voulais m'inscrire et en toute sincérité, sans grosse tête, je voulais gagner, quoi. Et j'ai tout donné pour gagner. Alors, il faut dire aussi que vous avez élevé du cochon, vous aussi, avant d'être charcutier boutique.
C'est ça, je suis quelqu'un qui aime les bons produits du terroir français, qui a voyagé, alors pas dans d'autres pays, mais surtout dans notre beau pays. Dans les régions, oui. Dans nos régions, et surtout voir des éleveurs comme du Port Basque Quintoa, d'un ami à moi de Pierre Oteza. Pierre Oteza aux Aldudes, oui. C'est ça, aux Aldudes. Je suis allé même jusqu'à les canards de Jules dans les Landes, qui élèvent des canards comaïs, avec c'est un foie gras qui a une couleur or, qui est magnifique. Ouais. Et notre propre cochon qui a du caractère, le cochon catalan, le tirabucho, que j'ai pris une grosse affection parce que c'est un cochon qui ne réduit pas la cuisson, qui a une belle tenue et qui apporte un moelleux au pâté énorme. Et moi, j'ai l'impression que c'est un peu le secret, en dehors de votre technique, de votre savoir-faire. Et on peut rendre hommage à l'ex-champion du monde, Frédéric Le Guen-Geoffroy, qui vous a un peu coaché, formé au CEPROC à Paris, à l'école de charcuterie française. Mais en dehors de la technique, il y a surtout ce sourcing. C'est cette recherche dans les approvisionnements avec que des meilleurs produits. C'est tous les produits carnés qui rentrent dans votre pâté croûte, ils disent leur nom, on sait d'où ils viennent et vous recherchez la qualité. C'est ça, j'ai voulu à tout prix faire un produit d'exception et donc choisir mes matières premières que j'avais déjà présentées à ma boutique dans d'autres formes et dont j'avais aussi testé leur capacité. Ouais. Mais voilà, mais après c'est vrai que Monsieur Le Guen, Frédéric m'a beaucoup conseillé pendant ses stages qu'il faisait. C'est quelqu'un qui a vraiment un savoir-faire énorme et qui a de très bons conseils. Alors, votre pâté, il faut en parler quand même, dire ce qu'il y avait dedans. Parce que ça fait rêver tous les réseaux sociaux qui ont vu les photos de votre tranche avec ces deux beaux inserts comme deux gouttes d'eau imbriquées l'une dans l'autre, dont une était du foie gras. Il vient d'où d'ailleurs ce foie gras ? Ce foie gras vient des Landes. Ah bon, d'accord. Le foie gras des canards de Jules. Carré, c'est bien. L'autre insert c'est des champignons. En fait, on a une maison chez nous, ce qu'il y a à Olède, c'est la maison Vialade ils font pousser des champignons. Donc, c'est des champignons qui sont 100% catalans. Ouais. Et ensuite, tout l'intérieur, c'est du porc de chez nous, du porc tirabucho, pour faire une belle farce. Ouais. J'ai du magret de canard qui est juste grillé, coupé en petits cubes. Ah, vous commencez par le marquer, en fait, par le snacker, en quelque sorte. C'est ça. Je lui apporte vraiment un goût particulier. Déjà, je le fais mariner dans des herbes fraîches et ensuite je le fais snacker. Et ensuite, j'y amène du riz de veau de Cerdagne, pareil, de nos éleveurs de chez nous, où je les fais braiser pour leur amener un bon parfum et une bonne tenue et un moelleux à chaque bouchée. Je me tourne vers Guillaume Verlet. Guillaume, vous qui êtes spécialiste du cordon bleu, le cordon bleu, c'est un peu un petit pâté croûte pour enfants. Je veux dire, il y a une farce, il y a quelque chose à l'intérieur, il faut que ce soit fondant, et puis le croustillant, la croûte... On s'approche un petit peu, mais c'est vrai que oui, sur l'aspect gourmand, généreux. Oui, puis sur l'idée d'avoir ces couches à l'intérieur, que ce soit, qui est quand même ce côté croustillant que peut donner la pâte dans le pâté croûte, et puis tout le moelleux, le goût, parce que vous faites du cordon bleu avec des bons produits. C'est bien votre idée d'ailleurs. Ah oui, bien sûr, c'était vraiment l'idée du projet à la base même, de pouvoir redonner un petit peu ces lettres de noblesse à ce produit qui était malheureusement... en tout cas, comme le pâté croûte qui était devenu industriel et que le championnat a complètement relancé. Thibaut Gonzalez, un mot. Oui. Vous êtes venu à Lyon, je vous ai rencontré au sortir de la scène, puisque moi j'ai la chance d'être chaque année dans le jury, d'avoir goûté votre pâté. Avec vous, votre femme, votre fils qui a 2 ans, je crois, qui courait dans tous les sens, avant les résultats. Il courait déjà avant les résultats. Pour dire qu'il était super enthousiaste. C'est important pour vous que les gens autour de vous vous entourent, et notamment dans les épreuves, mais aussi dans le travail quotidien, quand on fait la recherche, quand on travaille pendant des mois sur la recette. Ils ont dû en manger du pâté croûte autour de vous dans la famille. C'est ça, carrément. Du coup, mon fils, le premier mot qu'il a dit, c'est pâté papa. Pâté papa. Vous êtes identifié, quoi. Bah oui, mais...
Et oui, ils ont goûté, ils ont été mes, je dis mes gris-gris, ils ont été mes porte-bonheur, ils ont été mes testeurs, ils ont été à la hauteur pour me soutenir et arriver à cette belle finale. Bon, alors là, on est dimanche matin, je vous attrape, vous êtes au labo, ça veut dire que ça n'a pas arrêté. Alors vous vous souvenez, en bas de la scène, je vous ai dit, Thibaut, vous vous rendez compte que votre vie va changer? Vous m'avez dit, ben non, pas encore. Alors, en 6 jours, là, est-ce que votre vie a changé? J'ai l'impression d'être Miss France, oui, mais plutôt Miss Pâté. Miss Pâté et en fait, je me rends pas compte, mais je suis tellement fier de moi. Nous aussi. J'en parle. Nous aussi, on est fiers. Et puis, vous savez qu'on est à Sud Radio, on a une affection particulière pour l'Occitanie. Donc, c'est un peu nos racines. Donc, c'est vrai que d'avoir un Occitan qui bat tout le monde, dans le monde entier, sur un sujet aussi fou que le pâté croûte, ça nous fait drôlement plaisir. Vous savez quoi? Je vous prendrai de vos nouvelles de temps en temps. Parce que moi, je voudrais insister, pour ceux qui n'ont pas vu, d'abord d'aller voir sur votre compte Instagram ou simplement sur votre site, d'aller voir le travail de la pâte. Parce que le pâté croûte, c'est pas que la farce. On a parlé de ce qu'il y avait dedans, mais je peux vous dire que la pâte tressée, il y a 2 tressages de feuilletage différents qui donnent une impression incroyable. Vous m'aviez dit lors du championnat, je mets à peu près 2 heures à dresser la pâte pour faire un pâté croûte. Oui, il y a Guillaume Verlet qui fait quoi? Ah ben on pourrait pas en vendre chez moi. Voilà. Mais écoutez, j'espère que vous allez pouvoir optimiser et servir, parce que je suis sûr qu'il y a des demandes du monde entier qui viennent pour Noël pour pouvoir goûter le pâté croûte champion du monde. C'est ça. Après mon but aussi, c'est de pas non plus tomber dans la quantité et la oui. Ce que je veux privilégier quand même, c'est vraiment la qualité et ce que je peux donner à mes clients qui se déplacent déjà à ma boutique avant de servir tous les clients qui sont à l'extérieur. Du monde entier. Voilà, c'est ça. Et puis c'est ceux qui vous ont soutenu depuis tout ce temps que vous travaillez à ce grand succès. Encore bravo pour votre titre de champion du monde. Merci beaucoup. On embrasse tous les usagers de Thuir qui vont pouvoir goûter, eux, le pâté. Je suis mal placé, moi j'y ai eu droit aussi. Allez, bon dimanche à vous dans le labo, dans la mêlée, comme on dit. Allez, merci. On se retrouve dans 1 minute pour continuer ce Tour de France des succès. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Le week-end dernier à Paris se tenait le grand testing. Le grand testing, comme son nom l'indique, on y goûte des très beaux vins. Et en plus, le grand testing fêtait son 20e anniversaire. J'y étais avec mon micro et mon verre. Je suis avec Thierry Dessauve au Carrousel du Louvre où se déroule le grand testing. Le grand testing, c'est en fait on peut dire le salon de dégustation du guide Béthane Dessauve chaque année. Oui, c'est un festival des grands vins. C'était notre idée depuis très longtemps avec Michel Béthane, de se dire, comme dans la musique ou dans le cinéma, de sélectionner les meilleurs producteurs. Là, il y en a plus de 300, mais ils viennent du monde entier, même de Chine, et de les mettre en valeur et de permettre au public de les rencontrer, de déguster les grands vins et de découvrir leurs secrets ensemble. Thierry Dessauve, ce qui est intéressant, c'est que vous avez créé un concept qui est en fait de permettre au grand public de déguster comme les professionnels, comme dans les salons professionnels. Oui, mais avec un élément supplémentaire, c'est que le grand public, il est passionné, il y a une espèce de magie dans les grands vins. Et donc il a envie de trouver le pourquoi du comment, etc. Et l'échange avec les vignerons est formidable. Et tous les vignerons nous le disent. C'est aussi pour ça qu'ils reviennent. Vous savez que le vin, c'est un univers où on vend à des négociants qui revendent à des agents, qui revendent à des... etc., etc. Donc on rencontre rarement son vrai client, l'amateur qui se régale avec vos vins. Et là, au grand tasting, ce contact est direct. Et il y a toujours un échange qui est formidable, qui me passionne depuis 20 ans. Parce qu'ici, on goûte, on déguste, on goûte bien, mais on apprend surtout. On apprend énormément de choses parce qu'il y a énormément d'histoires qui sont racontées autour du vin. Oui, le vin, ça a quand même un truc très bizarre par rapport à plein d'autres produits. C'est que chaque bouteille, chaque cru
chaque cuvée est différente de l'autre, chaque millésime. Donc même chez un même propriétaire, il y a une actualité permanente. Les millésimes passent, le propriétaire crée quelque chose de nouveau, etc. Et il incarne quand même toujours les conditions climatiques de l'année, les conditions de son terroir. C'est toujours la femme ou l'homme vigneron qui transforme qui incarne et qui transforme cette réalité du terroir et du climat. Le système ici, il obéit à quelle loi? Je veux dire par là, il y a deux façons de déguster. Pour faire simple, Thierry de Sauve. Il y a la verticale, c'est-à-dire un même domaine sur des millésimes en verticale, ou alors l'horizontale, c'est-à-dire une même appellation mais sur des domaines différents, par exemple sur un même millésime. Comment est-ce que ça marche au grand tasting? Alors, le principe du grand tasting, c'est de sélectionner des domaines. Tous les domaines présents sont soit dans notre guide pour les domaines français, soit sélectionnés après dégustation pour les domaines internationaux. Donc forcément, on est sur cette notion de verticalité du domaine, mais après, le domaine a la liberté de présenter les vins qu'il a envie. Parfois, on goûte des très vieux millésimes, parfois on goûte toutes les cuvées d'un domaine. Alors certains, si on parle d'Alsace par exemple, un domaine qui a 25 cuvées différentes, on va pas forcément tout goûter, mais il y a cette variété, cette liberté de choix, parce que chaque vigneron est quand même un créateur. Et donc c'est essentiel qu'il puisse montrer son talent, son imaginaire, sa volonté à travers ce qu'il veut, ses millésimes, ses cuvées, ses terroirs, etc. Et il y a tout ça au Grand Tasting. Grand Tasting à 20 ans, le guide Béthane de Sauve, combien? 10 de plus. Donc on peut dire 30. Moi je suis pas très bon en arithmétique, mais là je pense pas trop me tromper. Alors depuis ce temps que vous scrutez, que vous étudiez, que vous dégustez énormément avec Michel Béthane, votre comparse, et vos équipes, qu'est-ce qui a changé dans le vin en France? Alors pas seulement dans la vision qu'en ont les Français, je parle vraiment du produit, le vin. Alors tout a changé, mais il y a des constantes. Déjà, il y a une constante, c'est qu'il y a 20 ans, on nous disait « Ah, vous avez fait un salon, mais le vin ne séduit plus les jeunes. » Et j'entends le même discours aujourd'hui. Et quand vous baladez au Grand Tasting, vous rencontrez plein de jeunes gens, plein de jeunes femmes qui découvrent le vin et qui ont envie... une appétence, en fait. Voilà, qui ont une appétence surtout pour... Le vin, c'est quand même c'est une boisson alcoolisée. Ok, il faut le boire avec modération. Vous avez dû le dire 10 fois avant de lancer ce son. Mais c'est quand même d'abord un produit culturel. C'est un produit qui raconte non pas une histoire, mais des histoires. Et ça, je dirais que peut-être la plus belle évolution du vin depuis 20 ans et même depuis un peu plus, c'est que ces histoires sont de plus en plus diversifiées, sont de plus en plus précises, sont de plus en plus individualisées. Et ça, c'est formidable. Et pour moi, c'est la grande évolution du vin. Après, on a changé, tout a changé dans le vin. Les conditions climatiques ont changé. L'impératif écologique aussi a changé. Il y a... Nous, avec Michel Béthane, pendant des années, on s'est battu pour une idée de la qualité. Quand on a commencé, honnêtement, le niveau des vins n'était pas à la hauteur de ce qu'il devait être. Et donc, on s'est fâché avec plein de vignerons à l'époque, plein d'interprofessions, tout ça. Mais ça a fini par entendre, non pas notre discours, mais en fait, leurs enfants en mieux travaillant, étaient mieux formés, etc. Mais il y a 40 ans, on était en pleine époque des pesticides, des engrais. Vous baladiez dans les vignes, il n'y avait pas un brin d'herbe, etc. Aujourd'hui, quand vous baladez dans les vignes, vous retrouvez des sols. Et tous les vignerons, même ceux qui ne sont pas en bio, ont pris conscience qu'ils étaient sur une planète qui devait respecter, Ils étaient des jardiniers avant d'être des vinificateurs. Leur travail, c'est un travail de jardinier de la terre. Et vous baladez en France, c'est quand même spectaculaire. Il y a tellement de régions
qui sont sculptés par la vigne, sculptés par cette pratique. Et donc, il n'y a pas plus grand personne qui respecte la planète aujourd'hui que les vignerons. Alors après, il y a aussi le consommateur qui a changé et ses goûts. Aujourd'hui, on est dans une évolution très rapide des goûts. Il y a quelques années, les rosés ont complètement changé d'image. Ils sont passés de vin de camping à vin super glamour. Évidemment, le grand tasting a raconté cette histoire. Aujourd'hui, on a le grand retour des blancs. C'est formidable. Les vins blancs, on était dans un monde qui pensait rouge. Surtout en France. Oui. Surtout en France, mais dans le monde entier. Oui. Aujourd'hui, on redécouvre des blancs et la France est un terroir, enfin une multiplicité de terroirs magnifiques pour faire des blancs de différentes expressions. Donc on a toutes sortes de vins blancs et franchement... On peut dire merci aux femmes pour ce retour du blanc parce qu'elles sont plus portées à la dégustation en apéritif des vins blancs, par exemple. Alors je pense que les femmes, les jeunes femmes dans le monde entier ont été effectivement ont initié ce mouvement et qui est un mouvement de sortir le vin du simple cadre du repas. De la table. Du repas très structuré, du repas à la française, etc. Les hommes, il y a même des hommes de marketing en Angleterre qui ont fait des études sur les Chardonnay Girls. C'est-à-dire que les garçons buvaient de la bière après ce qu'on appelle l'afterwork, là en sortant du travail dans les pubs, et les femmes se sont mis à boire, la nouvelle génération dans les années 2000 s'est mis à boire un verre de chardonnay dans un beau verre. C'était élégant, c'était distingué et c'était beaucoup plus fin que les espèces de sodas alcoolisés qu'ils buvaient avant. Mais ça a fait son chemin et comme vous le savez, on vit avec les femmes en permanence. Elles nous ont initiés à ça. Et aujourd'hui, tout le monde a découvert ce bonheur-là. De consommer le vin d'une manière différente. Alors on est en plein changement, les modes vont très vite. Le grand tasting est aussi un laboratoire des tendances. C'est ça que j'aime aussi voir chaque année apparaître. Si je vous écoute bien, la tendance de fond, c'est qu'on boit du meilleur vin qu'il y a 30 ans. Alors d'abord, on va oublier le déclinisme, on est entre nous, oublions le déclinisme français traditionnel. Il y a 30 ans ou 50 ans, on buvait beaucoup de vin. Vous regardez les films de Claude Sautet des années 70, on passait son temps à fumer des cigarettes et à boire du vin en pichet. Mais honnêtement, dans les années 70, 9 vins sur 10, c'était sans intérêt. C'était du pinard. Hein. Aujourd'hui... Et donc moi j'ai aucune nostalgie pour ces gens qui buvaient trop de vin sans intérêt et puis juste pour s'alcooliser. Voilà, tant mieux. Ce problème-là est oublié ou concerne plus que des minorités, hélas, qui se mettent en danger. Mais c'est un autre problème. Mais les gens qui boivent moins de vin, qui en boivent 1 ou 2 fois par semaine ou plus souvent comme j'imagine vous, en tout cas moi aussi, mais on le fait avec modération parce que ce qui est très intéressant dans le vin, encore une fois, c'est sa diversité. Donc pour saisir les nuances d'une bouteille à l'autre, d'un vin à l'autre, évidemment il faut pas en boire trop, sinon on confond tout et on est dans un mélange des genres qui n'a aucun intérêt. Donc cet apprentissage de l'émotion gustative que transmet le vin, c'est pas le seul, hein, la gastronomie le transmet aussi, c'est fondamental. C'est aussi une dimension de la culture française et de la culture européenne dont il serait bon que beaucoup de gens prennent conscience aujourd'hui, parce que le jour où on sera tous formatés pour goûter les mêmes choses et sans intérêt, et ça sera quoi ? Ça sera du sucre, ça sera un peu d'acidité mais pas trop, parce que voilà, et ça sera aucune nuance. Le vin, c'est une école de la nuance et c'est assez formidable aussi là-dessus. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente.
Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Après ce quart d'heure très œnologique, réservé aux grands, aux adultes, aux majeurs, on va un peu plus s'occuper des enfants. Et des enfants qui continuent à subsister au fond de nous, parce qu'on est tous des enfants toute notre vie quand il s'agit de passer à table. Je suis, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, avec Guillaume Verlet, qui est l'auteur de Cordon Bleu. Cordon Bleu qui vient de sortir chez Albin Michel et qui est effectivement un livre de recettes entièrement consacré au cordon bleu. Alors, Guillaume Verlet, il faut d'abord parler de la genèse de ce livre. D'abord, le livre, mais aussi votre concept de restauration, Amoné. Qu'est-ce que ça veut dire, Amoné ? Alors, c'est un mot qu'on a créé. Ouais. On a pris Mamé et Amona et on a en fait fusionné les deux pour inventer ce mot, Mamé et Amona. Et Mamé et Amona, c'est quoi ? Mamé, ça veut dire mamie en occitan. Ouais. Et Amona, ça veut dire mamie en gascon. Ah bah voilà, comme ça vous êtes occitan-gascon ou gasco-occitan. On a essayé, ouais, exactement. de plaire à tout le monde dans le sud-ouest. C'est ça, c'était important. On l'a entendu tout à l'heure quand nous avons démarré l'émission avec Thibaut Gonzalez, champion du monde de pâté croûte. Vous êtes né à Perpignan, vous avez vécu toute votre jeunesse à Toulouse, vous êtes installé maintenant à Paris. D'abord, vous êtes un saltimbanque, alors vous portez la bonne parole du cordon bleu partout. On essaye, c'est vrai que c'était l'objectif qu'on a monté à Monet. Donc aujourd'hui, on essaye de pouvoir vraiment parler cordon bleu. D'accord. Alors, quand on lit votre biographie, on se dit, il s'est cherché le garçon. Ça n'a pas été tout de suite. Vous n'êtes pas cuisinier de formation ? Non, pas du tout. Voilà, c'est quand même, il faut le dire, parce que vous faites un bouquin sur les cordons bleus, vous avez des restaurants à Monet qui ne traitent que le cordon bleu. Donc, ça va se loger où, cette envie de passer à la restauration ? Personnellement, j'ai toujours travaillé dans l'alimentaire. Et quand je suis monté, comme beaucoup, de Toulouse à Paris pour le travail, j'ai travaillé pour des chaînes de fast-food en tant qu'acheteur. D'accord. Je me suis occupé des achats alimentaires. Le sourcing dont on parlait tout à l'heure avec Thibaut Gonzalez. Ça me parle tout à fait. J'ai fait ça pendant pas mal d'années et c'est vrai que ce milieu m'a vraiment inspiré. Et comme beaucoup, je pense, post-Covid, on réfléchit un petit peu à ce qu'on veut faire professionnellement. Et j'ai eu cette idée de me dire, mais pourquoi pas lancer en fait un format de cordon bleu avec sur ce même secteur dans lequel je travaillais, j'évoluais, que je connaissais également, notamment la franchise et dans des chaînes de fast-food, avec une approche forcément différente en termes de qualité de produit, qu'on a pu évoquer tout à l'heure. Mais c'était, je me suis dit un déclic et pourquoi pas maintenant. Ça n'avait jamais été fait. Le cordon bleu, on le connaît toutes et tous. On l'apprécie, même sous son format industriel. Mais je me suis dit, pourquoi pas lui redonner un petit peu ses lettres de noblesse à travers un projet vraiment unique et spécialiste de ce produit-là pour Amoné, pour tous les gens. Autrement dit, si je comprends bien, vous vous êtes dit, je vais faire du fast-food, mais qualité slow food. C'est-à-dire, au fond, le process du fast-food, de la franchise, d'une restauration debout, d'une street food, mais avec la qualité du slow food, c'est-à-dire la qualité de la restauration traditionnelle. Oui, exactement. C'était vraiment l'idée de pouvoir reprendre un peu les codes du fast-food, mais avec une approche beaucoup plus qualitative en termes de produits, d'image de marque ou autre. Voilà, c'est vraiment tout ce qu'on a pu travailler pendant pas mal d'années, pendant pratiquement 2 ans, du jour où on a eu l'idée ou du jour où on a lancé le projet en ouverture. Donc c'est vrai qu'on a voulu vraiment peaufiner les choses pour avoir le meilleur résultat possible. Alors, Amoné, on l'a compris, c'est la mamie. Elle est liée à votre histoire de cordon bleu, votre mamie ? Exactement, c'est vrai que l'idée m'est pas venue comme ça du jour au lendemain. C'est vrai que c'est un plat, j'ai toujours apprécié ce plat et puis c'était vraiment un de mes plats préférés de chez ma grand-mère. Elle m'a toujours fait ça depuis que j'étais tout petit et c'est vrai que ça faisait vraiment un lien entre mon histoire personnelle et le projet que je voulais développer. Donc c'est vrai que c'est pour ça aussi également qu'on a voulu garder toute l'ADN un petit peu grand-mère, un petit peu tous les éléments sont un peu chinés, etc. Donc c'était vraiment de pouvoir retrouver l'ADN de ce que j'avais pu avoir quand j'étais jeune chez ma grand-mère dans un projet qu'on développe aujourd'hui. Vous avez quel âge aujourd'hui ? J'ai 32 ans, bientôt 33. 32 je ans veux dire 32. Et vous restez un môme ? On essaye, je pense qu'on le reste un petit peu toutes et tous, mais c'est vrai que voilà, l'image du cordon bleu, forcément, comme beaucoup, on repense un petit peu à notre jeunesse. Alors moi, évidemment, à travers le plat de ma grand-mère et les moments que j'ai pu vivre à travers ces moments de repas, mais également quand on était jeune, également sur tout l'aspect cantine scolaire, ou que ce soit au collège ou au lycée.
C'est vrai qu'on a toujours un petit peu ce clin d'œil de se dire le cordon bleu, à ce moment-là, c'est toujours quelque chose qui, je pense, est assez intégré dans nos histoires. Il y a 40 recettes dans votre livre de cordon bleu. Est-ce que ce sont les recettes que l'on trouve chez Amonet ? Ou est-ce que vous avez développé, ou est-ce que vraiment on peut pratiquement toutes les goûter ? Alors j'ai voulu vraiment créer des recettes assez originales et surtout simples en termes de sourcing, notamment pour les gens. L'idée, c'était pas de pouvoir aller aux quatre coins de la ville pour trouver le produit spécifique ou autre. Donc, on a voulu vraiment partir sur un livre accessible, tant en termes de faisabilité que de sourcing et d'achat de matières premières. D'accord. Et donc, on a aussi voulu travailler l'aspect végétal, l'aspect sans viande. Donc, ça a été pas mal de travail également. Il y a du veggie et même du vegan dans les cordons bleus. Il y a du veggie, mais il y a aussi du poisson. Ah bah voilà. Quand vous dites sans viande, c'est pas sans chair animale, c'est sans viande. C'était sans, oui, sans d'accord. viande. Oui, en fait, c'est du fish and chips amélioré, quoi. Un petit peu. un petit peu. Parce que, au fond, le cordon bleu, tout le monde connaît, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui définit un cordon bleu ? Ce qui va le définir, ça va être vraiment sa composition avec 3 ingrédients spécifiques. Donc, un filet de volaille. Oui, volaille ou veau, voilà. Porc même, on peut faire des cordons bleus au également, au voilà, c'est vraiment avoir un filet, porc, veau, poulet. Viande blanche, donc. Viande blanche, elle est beaucoup plus simple, c'est vraiment l'ADN du produit. Ouais. De là, on va y ajouter une charcuterie, donc là, c'est pareil aussi, on a quand même beaucoup de possibilités. On est en France, on a la chance d'avoir quand même pléthore de charcuterie. Des salaisons, il y en a. Hein. Exactement. Et, logiquement, c'est plutôt du jambon blanc dans le cordon bleu exactement. tradi. Le classique, c'est les jambons blancs. Et derrière, après, c'est vraiment y ajouter aussi le côté onctueux du fromage. Oui, alors un fromage qui doit être fondant, parce que l'idée d'un cordon bleu, c'est que ça coule. croustille à l'extérieur, et dedans, faut que ça dégouline un peu, quoi. Oui, voilà, c'est vraiment l'idée. Donc tout ça, ça paraît un peu simple, mais c'est quand même beaucoup de travail, notamment chez nous et chez Amonet, mais qu'on a réussi à mettre clairement en place pour avoir le meilleur résultat possible. Alors, vous avez cherché un petit peu l'origine, l'histoire. Il paraît que ce serait né en Suisse, ce cordon bleu. On a beaucoup cherché, on nous demande souvent, mais malheureusement, il n'y a pas vraiment de recettes spécifiques ou d'histoire qui confirment vraiment la chose. Tout le monde est un petit peu chauvin. Il y a les Suisses, on a des fois quelques messages aussi de l'Autriche. Ouais. Et donc, on essaye pas de noyer de poisson, mais entre guillemets. C'est ça aussi un petit peu... la magie de ce produit, c'est que tout le monde peut se l'accaparer. Il n'y a aucune vérité. Comment est-ce qu'on cuit un cordon bleu ? Nous, enfin, censément, quand on en achète chez son charcutier, ce qui est quand même bien mieux qu'en général de l'industriel et surtout du surgelé, moi j'aurais tendance à le faire poêler. Mais est-ce qu'on doit le faire frire, par exemple, dans une friteuse ou... Ce qui est bien avec ce produit, c'est qu'on peut en fait utiliser toutes les modes de cuisson possibles qu'on a notamment à la maison. Moi, ma grand-mère me le faisait à la poêle. Voilà, avec un peu de beurre, voire un peu beaucoup. Ouais, on va pas pleurer. Hein. Non, exactement. Comme on dit, on n'est pas puni. Donc, et comment c'est fait chez Amonet ? Alors, nous, on les fait au four. D'accord. Voilà, donc, pour pas que ce soit trop gras ? Exactement. C'est-à-dire que nous, on a aujourd'hui utilisé tout un mode de cuisson qui nous permet en fait de ne pas apporter de matière grasse dans la cuisson. Et donc, mais ils sont pré-cuits ? Non, pas du tout. Non. On parle de viande crue. Exactement, viande crue qui passe directement en fait au four. Donc, c'est des fours... forcément un peu plus professionnel, quoi. Exactement, donc c'est pas le même qu'on a à la maison, mais néanmoins voilà, c'est vraiment tout un travail à la fois de température et de cuisson qui permet d'avoir le côté croustillant mais sans avoir l'aspect frit et huile forcément qu'on peut retrouver dans une friteuse. Chez Amonet, ça coûte combien un cordon bleu, grosso modo ? Un cordon bleu à l'unité, ça coûte 9,90. D'accord. Donc c'est un gros cordon bleu, à savoir que ça fait à peu près 250 grammes. Ah oui. Oui, c'est assez costaud. Bestiole. Exactement, c'est assez costaud, c'est aussi ça qu'on voulait à travers notre projet, de pouvoir... Que ce soit nourrissant, quoi. Que ce soit nourrissant, que les gens en aient aussi forcément pour leur argent, c'était important. Et c'est vrai que dans beaucoup, je trouve, de concepts un peu quali-wod, parfois, des fois, on reste un petit peu sur notre faim. Et comme je suis plutôt gros mangeur, je me suis dit quand même que je voulais que tous les gens aient le même sentiment. Vous avez aujourd'hui 3 enseignes, une à Montmartre, à Paris, l'autre à Levallois-Perret dans le 92, mais c'est la proche banlieue de Paris, c'est juste derrière le périphérique, et une à Nantes, je crois. Une à Toulouse. À Toulouse, pardon. Toulouse et Nantes en projet ? Et Nantes en projet qui devrait ouvrir d'ici fin février, début mars 2026. Qui est votre clientèle ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants ou est-ce que ce sont les adultes qui viennent ? On a beaucoup d'adultes, mais qui viennent avec leurs enfants. C'est vrai que ça a été aussi pour nous...
c'est un super clin d'œil que les gens puissent en fait venir avec leurs enfants. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a voulu développer des mini cordons bleus, parce que c'est qu'on en vient avec un enfant qui a 5-6 ans manger un cordon bleu qui fait 250 grammes, c'est un peu costaud. Bah oui, donc mais voilà, on c'est peut tout ça avoir qu'on un a. frère, une sœur qui vous aide, même papa, On parfois, ou partage. maman. Exactement. Donc c'est vrai que voilà, l'aspect venir en famille, c'est vraiment super agréable, et je pense que tous les gens qui viennent chez nous ont le même souvenir de leurs enfants, mais dans un autre environnement forcément, mais qui rappelle toujours des bons souvenirs. Si vous êtes avec nous, rameutez les petits, parce que dans le dernier quart d'heure de cette émission, on va plonger dans le livre des cordons bleus, on va vous faire saliver, et puis surtout, on va vous donner envie de cuisiner pour la famille. Parce que les enfants, vous allez les avoir à la maison là pendant les fêtes de fin d'année, et il faut les nourrir, les bestiaux. À tout de suite. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente. Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. On est tous des cordons bleus. Alors le cordon bleu. Et ce matin, c'est le livre dont je vous parle. L'auteur est avec moi, Guillaume Verlet, qui est également le patron d'une enseigne de restauration rapide de qualité qui s'appelle Amoné et qui ne sert que des cordons bleus. N'allez pas y chercher des burgers, sinon on va se fâcher. Alors Guillaume, on parlait un peu de la genèse de cela. Ce qu'on s'est pas dit, parce que je voulais l'apprendre à ceux qui nous écoutent, d'où vient l'expression cordon bleu. Un cordon bleu, je crois que ça vient de l'Ancien Régime, où il y avait un ordre qui s'appelait l'ordre du Saint-Esprit, qui était une bannière bleue. Une bannière bleue qu'on portait, une écharpe bleue qu'on portait en travers. Et donc c'était signe de grands personnages, de hauteur de vue, de qualité également de personnes. On l'a transformé en cordon bleu pour la cuisine, parce que ceux qui étaient de cet ordre organisaient des banquets, etc. Donc voilà. Et de là, le cordon bleu que l'on déguste, que vous cuisinez, dont vous parlez, ça veut dire que c'est digne des cordons bleus, quoi. C'est quand l'industrie s'en est occupée, ils ont mis le nom de cordon bleu pour dire c'est vraiment du nec plus ultra, c'est ça? Chacun ses choix, mais en tout cas, c'est vrai que mais c'est vrai que la distinction est assez positive et flatteuse. Donc c'est pour dire c'est un mets de choix, quoi. En tout cas, chez nous, on essaye vraiment de le pousser comme ça dans chacune de nos recettes. Alors, moi, ce que j'aime dans votre livre, qui vient de sortir, c'est que les chapitres sont assez bien menés. Il y a le chapitre international, il y a les cordons bleus, je sais pas moi, le grec, le japonais, etc. Vous avez un chapitre saisonnier. Pour ceux qui, au fil des saisons, veulent pouvoir y mettre des éléments différents à l'intérieur. Mais moi, j'aime bien le régional. Parce que, au fond, tout le monde peut se l'arroger, quoi. Tout le monde peut se le garder, se le prendre pour sa région. Exactement, mais c'est vraiment la promesse en fait du cordon bleu, comme on parlait tout à l'heure sur qu'est-ce qu'un cordon bleu. Donc c'est un filet de viande qui peut être plus large, charcuterie pareil, on peut prendre toute une charcuterie possible, et surtout les fromages. Aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir quand même pas mal de fromages, et donc du coup, on peut faire des régionaux en termes de cordon bleu. Et c'était vraiment l'idée, et c'est vrai que c'est mon chapitre aussi préféré. C'est votre préféré. En fait, qu'importe d'où on vient, on peut faire un cordon bleu, et c'est ça aussi qui est intéressant dans ce produit. Un cordon bleu avec le goût de la région. Exactement, c'est ça. Et un vrai, pas comme les fast-food américains qui vous prennent un fromage soi-disant d'une région et qui vont nommer leur hamburger régional. Vous, c'est vraiment régional. Alors, ce qui est intéressant, je vous ai pas demandé, chez Amoné, on est plutôt dinde ou plutôt poulet? Poulet, ouais, c'est quand même mieux. C'est un peu plus moelleux, c'est plus tendre. Ouais, et puis c'est ce que vous faisait votre mamie. Exactement, j'essaie vraiment de faire un copier-coller de ce que j'avais. Surtout quand on a du poulet des Landes ou du poulet du Gers. On est exactement, quand même il y a plein de possibilités. C'est de beaux poulets. Alors, dans votre chapitre, vous avez le basque. Alors, c'est nommé d'après le fromage qui rentre à l'intérieur, j'imagine, souvent. Le fromage et la charcuterie, oui, exactement. Bon, d'accord. Le Corse, par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans le Corse? J'imagine que vous avez été chercher du fromage corse, pas trop fort, pas du. Oui, on a essayé, et puis pour les photos, on a dû faire tout quand même, donc c'est vrai qu'on s'est pas mal régalé. Et vous les avez mangés aussi? Je les ai pas tous mangés effectivement, mais en tout cas ils ont tous été faits. Je sais que je les ai faits. J'avais passé tout un week-end chez moi à faire tout ça pour préparer. Je me doute que vous avez dû faire le savoyard, c'est évidemment avec soit du Beaufort, soit je sais pas moi, du reblochon on pourrait mettre. Ouais, c'est ça. Ou c'est exactement. Ou la raclette.
Ah, la raclette, le fromage à raclette, évidemment. Vous avez même un gersois. Il n'y a pas beaucoup de fromage dans le Gers. Hein, mais bon, vous avez quand même peut-être... On a pris du rocamadour. Ah bah oui, c'est pas mal. Pas mal, oui, ça, le Quercy est pas loin, c'est vrai, hein, dès qu'on remonte un petit peu. Et alors, si vous voulez bien, on va donner une recette, parce que comme on est en période pré-enfantine, avec les fêtes de fin d'année, moi, il y en a un qui m'a beaucoup plu, et c'est la recette du jour, c'est le cordon bleu Kiri. Ah, la recette de saison, là, on va y être, hein, puis surtout pendant les fêtes, où nos petits vont manger ça. Alors, Kiri, on se doute bien, si elle rit, c'est que dedans, il y a de la vache qui rit. Exactement. Hein, c'est le but du cordon bleu, c'est qu'au moment où on le fait à froid, bah, ça va se tenir, et puis dès qu'on le poêle ou dès qu'on le frit, il faut que ça fonde à l'intérieur, à la limite, ça soit coulant, quoi. Ah oui, c'est tout l'idée, hein. C'est ça aussi qu'on aime dans le cordon bleu, c'est que tout soit bien coulant, notamment le fromage. Alors, mon cher Guillaume, comment est-ce qu'on fait un cordon bleu qui rit ? Je vous écoute. Dites-moi tout. 3 étapes. Déjà, choisir un filet, soit de poulet, de veau ou de porc, comme on a. Oui, le poulet, il faut l'aplatir. Exactement. Il faut l'aplatir pour avoir une approche en paillarde, comme on dit. Donc, c'est vraiment d'avoir une escalope très fine qui va nous permettre de pouvoir rouler le cordon bleu et de le travailler. Si on a je ne sais pas comment vous le faites, mais si vous n'avez pas le maillet pour aplatir, on peut mettre simplement sous un film plastique ou une feuille de papier sulfu et avec une bouteille. Vous savez, une bouteille de vin vide, on peut taper jusqu'à aplatir un peu. Exactement, c'est très simple comme ça. Ou sinon, vous pouvez même prendre le dos de la main. Le dos de la main et voilà, pour taper un petit peu. Oui, on tapote à la main. Tout fait à la main, très bien. Et ensuite, on va choisir le fromage, j'imagine. On va choisir le fromage et on choisit la vache qui rit, du coup, dans cette recette. Ouais, il faut être généreux, j'imagine. Plus on est généreux, mieux c'est. Et plus ça coule, et donc plus c'est gourmand. Bah ouais. Mais à la base, donc, c'est filet de poulet, et puis après, on va choisir du jambon blanc, qui va être la charcuterie, en fait, dans cette recette-là. Oui, classique. Qui a quand même un goût plus neutre que d'y mettre du jambon cru ou du lard ou des Exactement. Voilà. Et la technique, c'est de pouvoir aussi, pourquoi pas, si vous voulez un peu plus de goût dans le jambon blanc, de prendre un jambon blanc fumé. Ah, voilà. Voilà, c'est aussi une petite technique. Il y a aussi, j'imagine, des cordons bleus avec du lard fumé, hein, de la poitrine. Bien sûr. Ça sera une de nos recettes, d'ailleurs, en janvier, dans nos restaurants. Ouais, parce que le goût fumé, c'est le goût de l'hiver, hein, c'est le goût de Noël aussi. Hein. Ça rappelle la cheminée. Et alors, pour moi, le secret du cordon bleu, c'est la panure. Et là, vous vous êtes lâché, parce qu'il y a des panures, hein, parce qu'on peut y mettre des tas de choses. Oui, exactement. Et c'est vrai qu'on est souvent, on pense souvent qu'à la chapelure de pain. Généralement dans la cuisine pour faire ce genre de choses-là, mais c'est vrai que toutes les possibilités sont là. Et avec des graines notamment, ou des céréales. C'est ça, des graines, des céréales, du cornflakes, ça marche très bien. La chapelure japonaise que vous connaissez, le panko notamment. Ouais. Et les graines sont là pour apporter un petit côté un petit peu plus sexy, avec des couleurs ou autres. Graines de lin, graines de courge, graines de tournesol. Voilà, tout ça, c'est un petit peu à la guise de chacun pour vraiment personnaliser son produit à la maison. Mais alors, je vous pose une question qui est pour moi déterminante. Vous nous avez dit, ma mamie, à moi, elle le faisait poêler dans le beurre. Qu'est-ce que vous préconisez dans le livre ? Parce que vous la faites, mamie faisait dans le beurre, chez Amonet, vous le faites au four. Et pour ceux qui nous écoutent, comment est-ce qu'on leur dit de poêler leur cordon bleu ? Moi, je le conseille à la poêle. Hein. Ah bah ouais. C'est le plus gourmand avec le beurre. On vient bien... Pas trop fort le feu, forcément. Enfin, vous venez quand même d'un pays de graisse de canard, éventuellement d'huile d'olive, et vous nous conseillez le beurre ? Ça donne vraiment un bon côté gourmand, un petit beurre côté salé. Côté escalope viennoise, quoi. Hein. Exactement, c'est vraiment d'avoir la même approche, en fait. Hein, pour avoir ce côté gourmand et croustillant, c'est l'idée d'avoir la même approche par rapport à ça. Eh ben, dites donc, votre grand-mère, elle vous a drôlement influencé. En tout cas, elle était visionnaire, hein, parce que je dirais que d'arriver à mettre du beurre dans la région dont on parle, en Occitanie, fallait vraiment avoir la volonté de donner un goût, un gourmand, je dirais. Hein, petite histoire, elle est pas toulousaine, donc bon. elle est parisienne, donc c'est vrai que bah voilà, alors ça joue un peu.
peut-être que c'était plus facile pour elle. Merci beaucoup, Guillaume Verlet, d'être venu nous voir. Je vous rappelle que le livre Cordon Bleu, 40 recettes qui sont complètement issues de l'imagination et aussi de la restauration de Guillaume Verlet est paru chez Albin Michel. Ça fait un chouette cadeau pour les fêtes. Moi, je conseille aux enfants de les offrir aux parents, ces bouquins, pour qu'ils leur fassent en retour les cordons bleus qui sont à l'intérieur. Très bonne idée. Voilà, mes amis, l'émission se termine. On va aller ensemble écouter les infos de 11h. Et puis après, comme tous les dimanches, on retrouvera le meilleur des Chevaliers du Fiel que vous connaissez bien, parce que vous avez vécu à Toulouse. Exactement, et j'adore. C'est de chez vous, ça, évidemment. C'est vrai. Oh, ils doivent bouffer du cordon bleu, c'est sûr, quand ils sont de mauvaise humeur. Moi, je vous laisse partir en cuisine. Tous les cordons bleus ont rendez-vous dans la cuisine pour se jeter dans la cuisine du jour le dimanche. C'est important, le déjeuner approche, et je suis sûr qu'on vous a filé plein d'idées, et nous, on mettra la recette des cordons bleus qui rient sur le site de Sud Radio. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, cordon bleu pour tous. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous a présenté Sud Radio, Ferniaud fait le marché.